Bonjour! Aujourd'hui, sur le podcast, on a reçu Andréane Gagné, qui est professeure à l'UQAM dans le département de la didactique des langues. La didactique, en fait, c'est la science de la pédagogie, donc l'enseignement. Elle est venue nous parler de la lecture en famille. On a eu vraiment une discussion super intéressante, entre autres sur le choix des livres. On a aussi parlé des différences parentales, en fait, dans la façon de lire à notre enfant. C'était très intéressant. Et ensuite, on a abordé la lecture aussi chez les plus vieux, parce que souvent, ce qu'elle racontait, c'est qu'il y a une diminution de l'intérêt pour la lecture, alors que c'était des enfants souvent qui aimaient lire plus petits lorsqu'on a introduit les livres. Et elle nous parle un peu de ça, comment raviver un petit peu cette lecture-là chez les plus vieux. Puis vous savez, nous, chez Placote, le langage, la lecture, ça fait partie de nos objectifs quotidiens, de vous aider, de vous outiller comme parents à travailler ces choses-là à la maison. Donc, on a ce jeu ici, Histoire de raconter, qui est vraiment, vraiment en lien avec l'enregistrement qu'on vient de faire. On parle là-dedans de raconter une histoire, puis vous allez voir, Andréane, elle nous en parle que la lecture ne se limite pas seulement au décodage des lettres, donc à lire les lettres, mais c'est un univers complet. Alors, si vous avez un jeu pour continuer votre discussion autour de la lecture avec votre enfant, Histoire de raconter dès 4 ans. Donc, bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bon, bonjour Andréane. Bonjour Alexandra. Donc, Andréane Gagné, toi, tu es professeure à l'UQAM. Alors, tu es professeure à l'UQAM en quelle matière? Oui, tu travailles en quoi? Moi, je suis à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM et je suis professeure en didactique des langues. Donc, c'est un département qui regroupe des professeurs qui sont intéressés par différents aspects de l'enseignement des langues. Ça peut être la langue maternelle ou la langue d'enseignement comme le français pour la plupart des élèves au Québec, mais ça peut être aussi les langues secondes comme l'anglais langue seconde ou le français langue seconde chez les élèves qui sont issus de l'immigration ou encore chez les élèves anglophones qui vont dans des commissions scolaires anglophones, mais en immersion française. Donc, c'est tous les aspects de l'enseignement de la langue, qu'elle soit maternelle ou seconde. Et toi, tu te spécialises vraiment dans la langue française? Oui, moi, je suis en français langue seconde, mais ma formation est en orthopédagogie et en orthophonie, puis en langue seconde. Donc, c'est un peu un mélange de ces trois formations-là, cette formation multidisciplinaire-là qui m'a amenée à m'intéresser à différents aspects du récit. C'est soit la production de récits, la compréhension de récits, puis par la bande, puis j'en suis devenue passionnée, c'est aussi les interactions avec les livres, les interactions quand les enfants racontent des histoires, mais ça peut être des histoires fictionnelles, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Oui. Mais pour les parents, les enfants racontent des histoires aussi à chaque jour. Quand l'enfant revient de l'école puis vous raconte ce qui s'est passé, il est en train de vous raconter une histoire. Donc, il y a les récits fictifs qu'on retrouve dans les livres, puis il y a les récits aussi spontanés ou les récits personnels qui sont aussi super intéressants à étudier là, quand on regarde le développement de l'enfant. Là. Exact, qui font partie du développement de l'enfant dans toute sa vie. Exact. Exact. Donc, tu t'intéresses au récit, mais au récit autant raconté par l'enfant de son expérience que le récit écrit, vraiment les livres et tout ça. Oui. Super. Puis, quand tu dis l'interaction avec les livres, puis tout ça, au niveau quotidien, dans les familles, j'imagine? Oui. C'est pas seulement à l'école qu'on travaille avec des livres. Non. C'est ça, hein, surtout. Puis ça commence très jeune aussi, souvent. Oui. Ça commence très jeune. Puis, par exemple, comme moi, avec mes enfants, on achète toujours des livres. Hein. On se fait dire que c'est donc bien bon d'acheter des livres, mais on sait pas toujours vers quoi se tourner. On sait pas toujours comment interagir avec notre enfant avec les livres. Donc, c'est ça, j'imagine que toi, c'est quelque chose sur lequel tu te penches, c'est quelque chose qui t'intéresse. Oui. Donc, peux-tu nous en dire plus par rapport à ça, les premiers contacts avec la lecture et le récit, entre autres? Oui. D'abord, on parle d'acheter des livres, mais
c'est pas obligé non plus d'acheter des livres. Faut pas oublier qu'il y a toujours les bibliothèques municipales. Il y a un très beau réseau de bibliothèques. Il y a aussi le regroupement des bibliothèques publiques du Québec qui s'intéresse beaucoup à la question de la littératie. Ils sont en train, je ne sais pas si c'est sorti, mais ils sont en train d'établir une espèce de grille, justement, pour aider le parent à choisir les livres qui sont adaptés à l'âge de l'enfant. Oui, donc parce que c'est souvent un questionnement, ça, de savoir... Exactement. Donc ça va être bientôt disponible dans toutes les bibliothèques publiques. Ensuite, il y a différents organismes communautaires aussi qui peuvent fournir des livres. Dans certaines régions, il y a aussi l'été les villes qui organisent des lectures dans les parcs. Oui. Donc, avant d'acheter des livres ou en complément de tous les achats de livres que les gens peuvent faire, il y a aussi tous ces services-là. Oui. Mais évidemment, des livres, ça arrive tôt. Souvent, l'enfant naît, puis oups, un beau cadeau qui est offert quelquefois, il y a quelques heures seulement. Et puis, oups, on a un premier livre. Oui. Et puis, le contact avec les livres se fait rapidement. Il y a toutes sortes de livres, les livres de baignoire, les livres de... En fait, au départ, chez le tout petit enfant, c'est des livres tactiles. Hein? C'est tout l'apprentissage passe beaucoup par les sens. Donc, on a beaucoup de livres tactiles. Évidemment, chez le très, très, très jeune enfant, l'idée, c'est pas de raconter une histoire ou c'est vraiment de le mettre en contact avec le livre, de le faire feuilleter, de le faire... c'est souvent des livres cartonnés, de le faire mâchouiller. C'est ça qui va arriver. Vous allez investir $10 dans un livre et puis vous allez vous le faire mâchouiller. Mais ça fait partie, ça fait partie du plaisir de lire. Puis plus tard, mais plus on avance en âge, plus les livres se diversifient d'abord. Il y a aussi des revues qui peuvent s'ajouter à ça. Il y a les livres audio qui s'ajoutent à un certain âge. Oups, l'enfant est assez attentif pour écouter. Ça, on va en reparler des livres audio parce que je sais que maintenant, ça fait partie du quotidien des gens. Puis il y en a beaucoup de disponibles aussi gratuitement, des livres audio en ligne. Là. Oui. Il y a un vaste accès à ça aussi. Puis de plus en plus, c'est populaire. La popularité de ça grandit. Mais on en reparlera tantôt parce que le questionnement comme parent, moi, je me demande à quel point, justement, est-ce que c'est de la littératie au même titre qu'un enfant qui prend un livre et tout ça. Donc, on pourra en reparler. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs formes de livres. Il y a les imagiers. Oui. Il y a des livres narratifs, il y a des documentaires. Donc, l'idée, c'est d'aller vers une plus grande diversité. Tout livre est bon. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur les livres, que ce soit des BD, des imagiers, que ce soit... tout livre est bon. Oui, parce que souvent, on entend... Moi, en tout cas, je l'ai vécu d'entendre un enfant du primaire qui s'intéresse beaucoup aux BD, puis là, de se faire dire, ben non, là, choisis un autre type de livre, mais lui, c'est vraiment ça qui l'accroche, puis aller vers un roman, ça lui tente pas du tout, puis il perd un peu son intérêt. Exact. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vraiment laisser l'enfant choisir son intérêt à lui, là, c'est ça. Tout à fait. Des livres sans mots, des livres sans mots écrits. Oui. Où l'enfant ça peut être des romans graphiques, mais ça peut être aussi des documentaires qui n'exposent que des photos, par exemple. Donc, ça aussi, c'est de la lecture, c'est interpréter une image, c'est ressentir quelque chose au contact d'un livre. Donc, ça aussi, il n'y a pas de mauvais livre, il n'y a pas de mauvais choix. Mais si on revient à l'idée tantôt du récit, c'est que l'enfant, avec l'image, j'imagine, peut se faire un récit lui-même. Exact. Donc, ça travaille autre chose que la lecture comme telle, mais ça peut travailler en fait, l'imaginaire, raconter aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'on a souvent l'idée un peu simpliste puis réductrice que lire, c'est juste décoder ou lire, c'est comprendre un texte. Oui. Mais lire, c'est beaucoup plus que ça. Lire, c'est imaginer à partir de mots, par exemple, c'est un livre audio. Est-ce que c'est la même chose, pas la même chose? Bon, une différence, c'est qu'il n'y a pas de support visuel dans un livre audio. Néanmoins, pas de support visuel, ça veut dire que l'enfant doit faire l'exercice d'évoquer une image à partir d'un input sonore. Oui, et d'être attentif à ce qu'il dit aussi. Exact. Donc, on n'est pas effectivement dans le décodage, mais on est tout dans le développement de l'évocation, tout dans le développement aussi de tel mot m'amène telle image. Donc, ça développe aussi la capacité à inférer plus tard, quand on a besoin de... On en reparlera peut-être. Oui, les habiletés d'inférence. C'est ça. On peut juste... L'inférence, dans le fond, t'entends par ça, justement, que l'enfant peut faire des liens.
exactement. Okay. Dans un texte, c'est pas tout qui est écrit noir sur blanc. Non. Donc, on peut inférer, c'est-à-dire comprendre. Des fois, il y a des inférences qui sont dans le texte. Des fois, il y a des inférences qu'on doit déduire à partir de l'image. Oui. Puis des fois, il y a des inférences qu'on doit déduire à partir du monde qu'on connaît. De notre connu. De notre monde vécu. Donc, c'est les 3 types d'inférences. Donc, un livre sans image, un livre sans mots, un livre sans mots, pardon. Oui. Un livre sans mots amène à développer ces inférences-là. Oui. Donc, c'est pas mauvais. Les imagiers non plus, c'est pas mauvais. Un enfant de 10 ans qui regarde un imagier, pourquoi pas? Oui. C'est juste qu'il faut pas, à ce moment-là, dire « ce n'est pas de la lecture, donc ce n'est pas bon ». Non, c'est ça. Moi, j'irais questionner l'enfant. Pourquoi tu regardes le livre de ton petit frère de 3 ans? Oui, parce qu'ils sont intéressés par les petits livres aussi, là, puis c'est pas mauvais. Et à 10 ans, il va aller chercher autre chose qu'à 3 ans. Oui. Mais qu'est-ce qu'il va chercher? Donc, moi, évidemment, je suis chercheuse, donc je suis toujours en train de poser des questions à mes enfants. Toujours en train de chercher. C'est ça, je suis toujours en train de chercher. Mais c'est intéressant des fois. Oui. Effectivement. Donc, c'est ça, vraiment d'y aller selon l'intérêt de l'enfant. Oui. Puis, l'aspect plaisir aussi. Tu sais, tantôt, j'ai comme évoqué le fait que des fois, on demande à l'enfant de changer de type de livre parce que là, ça suffira les BD. Ou, j'ai BD en tête parce que je pense que c'est souvent ça qui est comme associé à quelque chose de... Ou justement, les livres plus faciles à lire... on aurait peut-être tendance, comme parents, à dire, ben voyons, tu liras pas le livre de ton petit frère de 7 ans alors que tu en as 10. T'es bien plus... Mais il va chercher autre chose que son petit frère de 7 ans. Puis s'il aime ça, pourquoi pas? Exactement. Parce que le but premier, j'imagine, que c'est de donner le goût. Oui, c'est d'accrocher. Et ça, c'est une vieille statistique, là, mais... en fait, c'est que l'intérêt pour la lecture diminue de façon drastique entre la maternelle et la 4e année. Et là, je pense qu'il y a là vraiment un questionnement qu'on peut avoir. Mais comment on fait? Ils aiment ça en maternelle. Oui. Puis plus ils apprennent à lire, plus ils peuvent lire, plus ils sont capables de lire. Moins ils sont intéressés par la lecture. Et c'est un constat, moi, qui m'attriste là, et qui me motive à travailler, mais en recherche. Mais il y a un questionnement là à avoir. Alors, il faut préserver ce plaisir-là parce qu'en fait, au bout du compte, ce que les recherches indiquent, c'est pas que c'est les habiletés de lecteur. Grosso modo, les gens vont développer... on a un haut taux d'analphabétisme fonctionnel. Là, tu parles de décodage comme tel. Oui. Mais, donc, lire les lettres. Exact. Tu sais, les gens vont être capables de développer ça. Ce qui fait, en fait, que... le lien, en fait, entre la réussite scolaire, si vous voulez, puis la lecture et les habiletés de lecture, c'est pas tant les habiletés de décodage que l'intérêt pour la lecture. Parce que rapidement, l'apprentissage de la lecture se transforme en apprendre par la lecture. Oui. Il y a tout un courant là-dedans. Donc, il faut que l'intérêt pour la lecture soit maintenu. Et ça me semble une priorité. Mais ce que tu évoques là, je vois mes enfants, moi, qui arrivent avec leur univers social. Puis moi, mon garçon est très, très intéressé par l'univers social. Mais au bout de la ligne, c'est de la lecture. C'est de la lecture. Puis l'année dernière, c'est ça, quand les écoles ont fermé, tout ça, ils ne voulaient pas faire de français. Ils voulaient juste faire de l'univers social. Puis je m'étais entendue avec son enseignante, puis là, j'avais dit, il lit, il répond aux questions, il y a des questions d'inférence, de comparaison, donc c'est de la lecture aussi. Donc, quand tu dis l'intérêt descend, mais ça touche toutes les autres matières aussi. Oui. C'est ça. Puis c'est triste de penser à ça. C'est un peu triste parce que, en fait, c'est un peu triste de penser que plus leurs habiletés de lecture augmentent, moins ils ont d'intérêt. Alors, il y a quelque chose il y a quelque chose à quelque part. Oui, il y a quelque chose à quelque part qui ne concorde pas. Là. C'est ça. Et je pense que comme famille, l'école a un rôle à jouer, bien sûr, mais je pense aussi que dans l'environnement familial, que la lecture, que les livres fassent partie du quotidien, puis soit vécu de façon positive par tous les membres de la famille, c'est ça, c'est là où on a un levier là, comme parents. Là.
Oui. Puis quand tu parles de ça, en fait, c'est de laisser traîner des livres, d'aller à la bibliothèque. Tu sais, par exemple, comme moi, là, comme parent, j'arrive, j'ai mes enfants, je sais que c'est important, je me le fais dire que la lecture, c'est tellement important, que c'est un bon prérequis pour l'entrée à l'école, que c'est ça. Donc, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire comme parent concrètement pour justement développer ce plaisir-là, ce goût-là de prendre un livre, de le regarder, de le feuilleter, de le mâchouiller? C'est quoi qui... Bien, en fait, je pense que ça se développe très tôt. C'est-à-dire que si le parent lit avec l'enfant, des moments de lecture partagés, ça, c'est toujours très précieux. Et moi, je suis toujours étonnée de... Souvent, on abandonne ces pratiques-là quand l'enfant sait lire. Oui. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi l'intérêt envers la lecture diminue? Je ne sais pas si ça l'explique, mais je saisis mal pourquoi. En fait, je pense que c'est une pratique pratiquement culturelle ou sociale. Oui. Quand l'enfant sait lire, c'est comme si on prenait pour acquis que ça y est. Il n'y a plus besoin. On n'a plus besoin de partager de moments de lecture avec lui. Oui. Néanmoins, continuer de lire des livres pour l'enfant, c'est vraiment une pratique qui favorise en fait le maintien de l'intérêt pour plusieurs raisons. Bien, d'abord, l'enfant n'a pas la fatigue intellectuelle, tu sais, il est en début de lecture, donc il n'y a pas la fatigue intellectuelle. Ça lui permet de découvrir tout plein de livres qu'il n'aurait pas la capacité de lire lui-même. Oui. Tu sais, entre 6 ans, puis 8 ans, puis 10 ans. Donc, on peut facilement lire des livres de niveau beaucoup plus avancé ou dans un univers beaucoup plus éclaté, fantastique. Est-ce que c'est un peu comme le langage? L'enfant va plus comprendre que ce qu'il va être capable de produire, dans le sens qu'il va plus comprendre ce qu'on lui lit que ce que lui-même va lire. Oui, puis il y a moins de fatigue aussi. Exact. Il y a moins de fatigue à la lecture. Et puis, il y a l'enfant a le droit de décrocher aussi. Là. Des fois, là, juste se faire raconter, c'est, tu sais, on quitte, on revient. C'est comme écouter un film. On n'est pas attentif à chaque seconde du film, captivé à chaque seconde du film. Et c'est correct. Oui, c'est ça. C'est d'apprendre à lâcher prise là-dessus aussi, de se dire, c'est important aussi pour lui, des fois, de juste décrocher puis de se le faire faire. Ben oui, mais en fait, dans les interactions parentales autour des livres, il y en a comme 2 catégories. Il y a les interactions qui ont comme objet ce qui est dans le livre. Oui. Puis il y a les interactions qu'on appelle extra-textuelles, qui sont, le livre amène une question sur autre chose. Le livre amène une discussion sur ce que l'enfant a vécu l'année dernière, un anniversaire, les sentiments, comment tu penses. Ça amène vers une discussion autre que le contenu du livre. C'est une porte d'entrée. Et en fait, les interactions extra-textuelles sont beaucoup plus porteuses pour le plaisir de lire et aussi pour le développement des habiletés de lecture que les interactions intratextuelles. Donc, donner la définition d'un mot, par exemple, ça s'arrête là. Alors que si la discussion s'ouvre sur « Ah, nous aussi, on est allé en camping, te souviens-tu? » Bien là, hop, là, on vient d'ouvrir la discussion. Puis j'imagine aussi, là, c'est une supposition, mais j'imagine que c'est ça, mais la relation parent-enfant s'en trouve bonifiée. Oui. C'est ça. Oui. Bien, je veux juste revenir sur la définition d'un mot. Oui. Tu sais, il y a plusieurs... On peut aussi parler des mots, mais en parlant d'autres choses. C'est ça. Comme, par exemple, on peut demander à l'enfant... tu sais, dans les mots est-ce que tu trouves qu'il y a un mot bizarre? Est-ce que tu trouves qu'il y a un mot qui te fait rire? Est-ce que tu trouves qu'il y a un mot qui... aller au-delà de juste dire ben ça, c'est un fruit. Exact. La goyave, c'est un fruit. Mais c'est correct, c'est correct de le faire, on le fait, oui. Mais tu sais, l'idée, c'est pas d'enseigner. C'est juste... par exemple, si vous écoutez un film avec votre enfant, il vous viendrait jamais à l'esprit d'expliquer comment le monteur a fait le montage d'images. Ou ça vous viendrait jamais à l'esprit. Donc, le plaisir de lire, l'enfant lit pour la trame narrative, souvent en fiction, ou pour le contenu du documentaire. Donc, parlons contenu, parce que c'est ça qui l'intéresse. C'est là qu'on va réussir à l'accrocher aussi pour la suite, j'imagine. Oui. Puis l'interaction parentale, effectivement, on a travaillé là-dessus récemment. En fait, ce qu'on réalise, c'est que pour une même interaction, si la relation parent-enfant est positive, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que, je reprends, ce qu'on a trouvé, c'est que dans les familles où il y a un stress parental important, les interactions pour favoriser les habiletés de lecture sont moins bénéfiques pour les habiletés de lecture que dans les familles où il y a un stress parental moins important.
Donc, ça joue. La relation, l'enfant est sensible. C'est-à-dire que si vous partagez un moment de lecture avec votre enfant... Mais qu'on pense à autre chose, puis qu'on a des réunions à préparer. Oui, ou que l'enfant a un comportement qui est celui d'un vendredi soir, puis qui n'est pas coopératif, puis ça l'intéresse pas, puis on insiste, puis puis lit l'histoire. Oui. Mais ça sert un peu à rien, en fait. Oui. Parce que ça pas les bénéfices. Dans notre quotidien, d'avoir un enfant qui... Par exemple, si je prends mon exemple, on est dans le lit, puis là, on lit le livre avant le dodo, puis là, il y en a un qui fait la sauterelle à côté. Bien là, lui, il a le droit de juste pas écouter ce soir-là. Puis je pense qu'il faut pas se mettre de pression par rapport à ça. Exact. Puis est-ce que c'est un piège de dire non, là, viens t'asseoir, c'est l'histoire du dodo, viens t'asseoir, c'est important, on va lire ensemble, mais c'est juste de laisser l'enfant, justement, pour pas développer notre propre stress, finalement. Parce qu'on le sait que ça devient stressant, tes mamans aussi. Oui, puis faut qu'on le fasse parce que nous aussi, on a envie de le faire. Oui, exact. Hein? Exact. Faut pas que ce soit une obligation. Exactement. Exactement. Puis il faut faire... donc, faut pas non plus le faire dans la perspective où si je le fais pas, l'école sera pas satisfaite ou l'école m'a demandé de lire le livre du baluchon. Mais si cette fin de semaine-là, vous allez lui crier le livre par la tête parce que personne n'est en état, faites-le pas. Vraiment, faites-le pas. Oui, les petits livres de lecture en première année, par exemple. Là, on le sait que des fois, les enfants, il y a mieux regarder leur imagier à côté là, que de lire ça. Mais ça serait peut-être de dire, OK, on va discuter sur l'imagier à la place. On va aller chercher autre chose ailleurs. Oui. Okay. Oui. Pour pas qu'il y ait de chicane. Oui, c'est ça. On veut éviter ça. De garder... Dans le fond, c'est de garder positif. Moi, ça me fait toujours rire parce que les lectures, dès qu'on va dans une image sur la lecture partagée par enfant, c'est toujours idyllique, là. Ben oui. On est en dessous de la doudou, on partage un livre. Alors qu'on sait que c'est rare que ça finit comme ça. Tellement loin de la réalité. Oui. Ça arrive. C'est des moments bénis. Mais tu sais, c'est pas nécessairement ça qui va arriver. Non. Ça veut pas dire qu'il faut pas lire. Ça se peut, là, que vous achetiez une belle collection de livres pour sa fête, là, puis il va se faire un château de cartes avec ça. Il va se construire une construction parfaite. Oui. Il manipule les livres. Exact. Puis le petit frère va venir, puis il va s'en faire un chemin de train. Puis les livres font partie de l'environnement. Donc, on parlait de la lecture à haute voix. En faisant une lecture à haute voix aussi, ce qu'on fait, c'est... Moi, j'appelle ça des piqûres lecture. OK. On le constate en salle de classe, mais en milieu familial aussi. C'est que si le parent lit un livre avec l'enfant, puis après ça, vous faites juste le laisser là... Oui. Habituellement, moi, je parie 100 $ avec les parents que c'est certain que l'enfant va reprendre le livre dans la semaine. Ouais. On ne sait pas quand, mais c'est sûr qu'il va retourner se mettre le nez dans ce livre. Il va aller le chercher à un moment donné. Là. Oui. Fait que des fois, c'est juste ça. N'hésitez jamais non plus à relire 200 fois le même livre. Oui, ça a des avantages. Oui. De relire. Oui. Pourquoi? La lecture. Parce que nous, comme adultes, on se dit « Oh non, pas encore ce livre-là. Je la connais par cœur, l'histoire. Toi aussi. » Puis des fois, on aimerait ça la couper parce qu'il y a juste mais on peut pas parce qu'il a assez par cœur. C'est comme... Oui. Non, mais c'est bon pour dire... Bon, pour le vocabulaire. Oui. La lecture répétée, c'est connu pour être bénéfice pour le vocabulaire, mais c'est vrai, je veux dire, l'acquisition du vocabulaire, mais il y a quand même une répétition minimum là, avant de pouvoir utiliser un mot puis de comprendre le mot. Donc, pour le vocabulaire, c'est une chose. Pour la trame narrative, c'est qu'à chaque fois que l'enfant va lire le livre, il va en prendre autre chose. Inquiétez-vous pas, quand il sera plus intéressé, quand il n'aura plus rien chercher, il va arrêter de le demander. Donc, c'est un peu comme quand nous, on écoute un film une deuxième fois, on fait comme « Ah, j'avais pas remarqué ça, j'avais pas vu ça. » Puis on le voit aussi avec les livres. Là. Moi, ça m'est arrivé de lire 2, 3, 4 fois les mêmes livres, dont Harry Potter, que je me suis relancée dans Harry Potter récemment, puis je découvre des nouvelles choses. Oui. Puis je suis une adulte. Oui, puis des fois, c'est juste parce que c'est sécurisant lire un livre qu'on aime. On sait qu'on aime déjà. On s'est comme ennuyé des personnages. Là, je parle à des âges plus vieux. Oui. Mais des fois, on s'est ennuyé des personnages. Ou comme adulte, c'est ça, comme parent. Oui. Là, vous avez comme retrouvé l'amour de cet univers-là que vous aviez connu. Ben c'est ça. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est pas mécanique, la lecture, hein, c'est affectif. Oui. Et la lecture, c'est vraiment... On a toujours l'image un peu... folklorique du rat de bibliothèque, mais la lecture, c'est un acte social, tout comme la parole, tout comme on interagit avec
ou la personne qui nous fait la lecture, oui. ou l'univers que l'auteur a mis en œuvre. Oui, c'est ça, parce que c'est un univers, c'est quelque chose qu'on peut... tu vas lire un livre, je vais lire le même, puis on n'aura pas la même vision de ce livre-là. Non. Donc, c'est la même chose, j'imagine, avec les albums pour les enfants. Exact. Oui. Un va lire quelque chose, va retirer un... Oui. Puis des fois, c'est des détails. Hein? Des fois, ils vont accrocher sur quelque chose, mais j'imagine que c'est ce dont ils ont besoin à ce moment-là. Oui. Oui, oui, oui. Et puis, il n'y a pas de mauvaise interprétation non plus. Oui. Je vous donne un exemple. Souvent, on va vouloir corriger l'enfant. Par exemple, une image, l'enfant, il y avait c'est une image d'une ferme, là, donc classique, une image là, vraiment classique de ferme. Les vaches, les chevaux. Avec un étang. Oui, c'est ça. Il y avait des bottes de foin. OK. Et l'enfant, il me dit, « Oh, il y a une ruche. Hein? » Je dis, « Ah. » Au lieu de dire, « Ben non, c'est des bottes de foin. » C'est comme, « Mais pourquoi tu Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu penses que c'est une ruche? » Puis il y avait effectivement quelque chose que je n'avais pas vu, une abeille qui butinait, qui virevoltait là, autour de cette botte de foin-là. Oui. Donc, par déduction, c'est une ruche. Puis on s'entend qu'une ruche, on n'en voit pas tous les jours. Donc, l'enfant, puis c'est jaune. Mais, tu sais, c'était quand même dans un paysage un peu... Puis c'est un jeune enfant, là, 2 ans et demi, fait que je pense que son concept de la ruche n'est pas encore cristallisé. Il y a une abeille, c'est une ruche. Exact. Il y a un chien, c'est une niche. C'est ça, exact. Alors, donc, mais c'est quand même un vocabulaire, ça, de dire que c'est une ruche. Oui, puis c'est... Le réflexe, ça pourrait être de dire... Ah non, mais non, c'est pas une ruche, c'est une botte de foin. Mais il n'y a pas de mauvaise interprétation. Puis des fois, je pense que l'adulte, on doit aussi toujours se mettre un peu... Essayer d'adopter la perspective de l'enfant. Puis si on ne la comprend pas, poser une question, puis c'est très rare qu'ils disent n'importe quoi. C'est que leur conception est différente de la nôtre. C'est creuser. Mais c'est très rare que les hypothèses qu'ils vont émettre sont complètement farfelues. Puis moi, je trouve que c'est super intéressant comme parent de faire ça parce que ça donne... C'est comme s'il ouvrait une fenêtre sur toute sa conception du monde qui est complètement différente de la nôtre. Là. Ben oui. Puis après, ça nous donne aussi des sujets de discussion. Oui. De dire, ah, mais regarde ici, en montrant une vraie ruche. Ça, tu penses que c'est quoi? Ah, mais regarde, là. Ah, là, on compare, puis on peut discuter. Un conflit cognitif, oui. Exact. Oui, puis ben, ça aussi, en discutant autour des livres, ça peut... tu sais, là, on discute de... On peut discuter des images, oui, on peut discuter, mais on peut aussi discuter des sentiments des personnages, essayer de tenter d'expliquer... Pourquoi tel personnage a réagi comme ça? Comment il se sent? Puis ça, c'est des inférences, comme on disait tout à l'heure, parce que souvent, c'est pas écrit « il a beaucoup de peine ». Ça va être écrit « il pleure ». Oui. Il pleure fort. Ou l'interprétation des images. Tu sais, des fois, des sourcils froncés. Oui. Puis, qui va aider à comprendre. Oui. Puis ça, ce genre de discussion-là, ben, il y a deux aspects positifs à ça. Le premier aspect positif, c'est que ça développe la théorie de l'esprit chez l'enfant. Donc, c'est la capacité pour l'enfant d'être capable de comprendre ce que l'autre pense. Okay? Comme un test qu'on fait en labo là, qui teste la théorie de l'esprit chez les jeunes enfants, c'est que, par exemple, dans une boîte de Smarties, on met des Smarties à l'intérieur. Là, on a 2 personnages. Donc, les 2 personnages jouent ensemble avec la boîte de Smarties. Et à un moment donné, le personnage quitte la pièce. Oui. Et pendant ce temps-là, on retire les Smarties de la boîte. Et là, on fait revenir le personnage qui avait quitté la pièce dans la pièce et on demande à l'enfant, lui, est-ce qu'il pense qu'il y a des Smarties dans la boîte? Oui. Ou s'il ne pense pas qu'il y a des Smarties dans la boîte? Oui. Et c'est la théorie de l'esprit, c'est ça. C'est la capacité de l'enfant de dire, non, lui, il pense qu'il y a des Smarties dans la boîte parce qu'il n'était pas là, il n'a pas vu qu'on a retiré les Smarties. Donc, ça, c'est ça, la théorie de l'esprit. Ça, normalement, vers quel âge que l'enfant... Puis là, on le sait, là, il n'y a pas d'âge exact. Ouais. Tous les enfants ont leur propre développement, mais normalement, la théorie de l'esprit, on voit apparaître ça vers quel âge? Moi, c'est très variable, puis j'ose pas donner d'âge parce qu'après ça, il y a les parents qui angoissent. Ils font le test du Smarties chez eux, puis là, ils disent « Ah non, ils pensent qu'il y a des Smarties » ou ils pensent qu'il a juste mangé les rouges, il a mangé les bleus, puis là, tout le monde angoisse. Mais ça explique beaucoup de choses du quotidien. Oui. Ça explique beaucoup de choses du quotidien. Oui. C'est ça. Mais
mais tu sais, habituellement, quand ils entrent en maternelle, première année, tu sais, c'est quelque chose qui va avoir été là ou qui va être encore en développement. Mais assez pour que l'enfant comprenne, qu'il soit capable de se mettre à la place de l'autre pour s'imaginer, ça vient avec l'empathie aussi, pourquoi il a de la peine, comprendre les raisons pour lesquelles l'autre personne réagit de façon X ou Y. Là. Donc, dans l'entrée dans la scolarité, c'est encore en développement pour plusieurs, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, puis c'est pour ça que dans les livres, des fois, on a de la misère. L'enfant n'est pas capable nécessairement de nommer tout de suite parce qu'il nomme son comportement à lui. Il nomme son émotion à lui. Qu'est-ce qu'il vit dans une situation semblable. Puis là, nous, comme adultes, non. Mais, oui, finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement. ça. Oui, il faut... Donc, il y a toute la théorie de l'esprit. Donc, sinon, c'est une façon... Tu sais, quand on a des conversations extra-textuelles à propos des émotions, des réactions des personnages, puis tout ça, c'est un des aspects positifs. L'autre aspect positif, c'est dans notre vie quotidienne. S'il y a un conflit entre nos enfants ou quelque chose dont on aimerait discuter avec l'enfant, la maladie d'un grand-parent ou des choses comme ça, on dit... Présenter un livre, c'est fréquemment utilisé en petite enfance, aussi au préscolaire, en éducation préscolaire. Il y en a sur tous les sujets. Et ce que ça permet de présenter le sujet peut-être de façon moins invasive ou moins personnelle, si c'est des sujets sensibles. Puis, comme je vous dis, et là, on juxtapose les deux, la piqûre lecture puis le respect aussi du rythme de l'enfant dans l'expression de ses émotions. Donc, il y a la piqûre lecture, puis que ça peut être comme présenté dans une œuvre fictive. On laisse le livre là, puis on attend. Puis la porte est ouverte, puis, tu sais, pour un parent, ça peut être un très, très bel outil, là. Moi, j'ai fait ça, entre autres, pour les livres sur la sexualité. Parce que souvent, quand ils deviennent un peu plus vieux, c'est gênant. C'est gênant de parler des parties intimes. C'est gênant de parler de... Peut-être que tu développes un sentiment... oui. Puis tu développes peut-être un petit sentiment amoureux. Il y a peut-être quelque chose. J'ai laissé traîner les livres. Puis soudainement, j'en ai vu un disparaître dans une chambre. Puis là, je savais que ça avait atteint son but, mais c'est ça. Ou entre fratries, il va en parler. Oui, c'est ça. Mais au moins, c'est comme si le sujet... Mais c'est littéralement le cas. Le sujet est sur la table. Il traîne probablement sur la table. Puis, c'est le pouvoir des livres. Oui. Puis chez les tout-petits, ça peut être la gestion de la colère, reconnaître les émotions. Il y a tellement des collections à propos de ça. On a des personnages en tête. Là, je ne veux pas en nommer parce que je veux pas faire de publicité pour les personnages. Mais, entre autres, si on parle juste, par exemple, de Passe-Partout, ils ont les livres, ils ont sorti des collections de livres. Puis moi, j'en avais quand j'étais jeune, des livres de Passe-Partout. Puis c'était justement ça. C'était on était attachés aux personnages. Donc là, les personnages nous racontaient leurs émotions, leurs histoires. Puis ça venait par la bande travailler autre chose. Là, c'est ça. Puis je pense que comme parents aussi, la façon dont on raconte les livres peut être très différente. Vous pouvez raconter les livres de façon vraiment très différente que votre conjoint. Là. Oui. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas de bons livres, il n'y a pas de mauvais livres, il n'y a pas de mauvaise façon de raconter une histoire non plus. Tu sais, il y en a qui se trouvent mauvais à raconter des histoires. J'ai un ami français, lui, il racontait que sa conjointe est québécoise, lui, il est français, puis lui, il raconte les livres, mais vraiment, il les narre, là, comme une lecture. Il dit, je disais presque les points de ponctuation. Là, il y en était presque. Puis il dit... et sa conjointe, beaucoup plus... Elle prend des voix. Oui, puis, c'est ça. Elle animait le livre. Puis il dit, la première fois que j'ai entendu ma conjointe lire un livre à mon enfant, je me dis, je pourrais plus jamais lire. Je ne ferai plus jamais ça, mais c'est dommage. Il ne faut pas... faut le lire comme il n'y a pas de mauvais lecteur non plus. Là. Non, c'est ça. On le lit comme nous, on le lit. Exact. C'est ça. Puis ça a des effets sur l'enfant différents. Oui. Mais ça a un impact quand même. Puis l'enfant, là, c'est pas un critique. Tu sais, c'est pas un critique, là. C'est pas... Il va aimer lire avec vous. Puis si... il va pas vous dire... en tout cas, j'ai jamais vu ça. Je veux pas dire que ça arrivera jamais. Qui va dire c'est plate. Mais comment tu dis c'est plate. J'ai jamais vu un enfant dire à son parent, ou j'ai jamais entendu dire à un enfant à son parent, arrête de lire, t'es vraiment... t'es vraiment plate. T'es vraiment plate. Je veux pas...
Ouais. Je veux pas traumatiser personne. Si jamais ça arrivait à un auditeur... D'accord. Vous nous ferez signe. C'est ça, vous nous ferez signe. Vous nous ferez signe pour nous le mentionner. Écrivez-nous. Oui. Mais ça, dans le fond, tu dis, tu sais, ton ami est français. Oui. Est-ce que ça peut être une différence culturelle aussi à ce niveau-là? Oui, il y a beaucoup de différences culturelles. Oui, ça, c'est intéressant. Puis là, encore là, je ne vais pas faire de... C'est toujours dangereux là, de dire les Français, les Américains, les Québécois. C'est la même chose que quand on dit... C'est une tendance qu'on remarque, mais à l'intérieur de chacune de ces populations-là, il y a des gens qui font de tout. Là, mais il y a des études américaines qui tendaient à démontrer que le lecteur anglo-saxon, là, donc anglophone, là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va questionner sur l'histoire. Il va questionner sur l'histoire, puis aussi avec du questionnement, il va beaucoup aller chercher l'interaction comme ça. Tandis que le parent, il y a une grande communauté latino-américaine aux États-Unis. Donc, les parents latino-américains, eux, ils sont dans le acting. Ils sont dans la mise en scène. Ils prennent des voix. Alors, je veux pas qu'il y ait de glissement entre... poser des... faire du... il y a des chercheurs là, qui ont fait un peu ce glissement-là parce que dans les tests qu'ils avaient effectués, ils avaient trouvé que les enfants anglo-saxons avaient de meilleures habiletés de lecture que les enfants latino-américains, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres variables socio-économiques, notamment accès à l'éducation de qualité pour tous, l'universalité de l'éducation qui était en cause, là, qui ne concerne pas nécessairement la lecture. La lecture. Puis c'est important aussi de ne pas dénaturer le parent. Tu sais, on en revient au principe de base que c'est un moment social, c'est un moment de partage. Qui doit être agréable. Qui doit être agréable, autant qui doit pour nous le parent. Ressembler. C'est comme si on servait un mets qu'on ne connaît pas, là. Comme si on servait à table quelque chose. Il faut être... aussi les enseignantes, ou dans leurs propositions, il faut quand même respecter un peu la culture, puis comment le parent est à l'aise est à l'aise dans son interaction là, quand il lit un livre avec les enfants. Là. Si lui, il veut acter, vas-y, ça va être fabuleux. Si un parent qui est capable de prendre 4 voix différentes et de les maintenir pendant tout un roman, moi, je ne suis qu'admirative allons-y, là. Puis, tu sais, là, on parle de la lecture vraiment avec notre enfant, des albums, des livres, mais à un moment donné aussi, j'imagine que c'est bon aussi de lire avec notre enfant un roman, de partager la lecture du roman, pas juste s'arrêter aux albums avec des images. Non. C'est ça. Quand on continue de faire de la lecture à voix haute avec son enfant, mais à des âges plus avancés, souvent, le choix des enfants va être des livres de collection beaucoup plus volumineux que ce qu'ils liraient normalement. Parce qu'il y a des albums aussi des albums illustrés qui s'adressent aussi aux plus vieux, mais c'est pas nécessairement vers ça que les enfants vont aller d'eux-mêmes, là, normalement. En tout cas, j'imagine. À moins qu'ils qu'ils traînent dans leur... à la maison, ça dépend. Il y a des parents qui sont fans de BD ou fans de romans graphiques. Ils vont avoir accès beaucoup à ça. Ça va dépendre de ce qu'il y a à la maison. Mais oui, à un âge plus avancé, en fait, c'est de la lecture de romans. Là, vous n'avez pas besoin non plus, quand il n'y a plus de support par l'image, il n'y a pas besoin de partager on est plus dans une dynamique où l'enfant est couché dans son lit, puis le parent a son livre, puis il lit, là, puis on n'est pas dans un contexte où... Parce que dans un album jeunesse, souvent, l'illustration vient supporter les enfants veulent complète l'information. Là, quand on est à un âge plus avancé puis qu'il n'y a pas de support d'image, là, on peut vraiment laisser l'enfant se coucher, puis on est assis à côté, puis on fait juste une lecture. C'est ça. C'est autant bénéfique, j'imagine. Oui. Puis très peu de parents, après l'âge de 7, 8, 9 ans, font de la lecture à leurs enfants, mais ceux qui le font, c'est que ça permet à l'enfant, c'est ça, de découvrir des livres qu'il n'aurait jamais lus par lui-même, de garder un contact avec son parent. Il y a un âge là, où ça se détache tranquillement. Puis c'est rare que... J'ai même entendu des parents que leurs adolescents le faisaient encore. Ah, wow! Oui. Qui demandaient de se faire lire l'histoire, de lire avec eux. Ils ne demandaient pas, mais ils ne disaient pas d'arrêter. Ils appréciaient. Il faut interpréter l'ado, là. S'il ne dit pas d'arrêter, c'est parce qu'il l'apprécie, mais il n'ose pas te le dire. Donc, wow! Fait qu'il y a des bénéfices même
Longtemps. Mais oui. Longtemps. Puis, à un moment donné, est-ce que c'est la relation parent-enfant qui nourrit la lecture ou c'est la lecture, le moment de lecture qui nourrit la relation parent-enfant? De partager. Puis après, on peut en discuter aussi. Oui. Puis souvent, les livres pour les plus vieux aussi, il y a des films adaptés de ça. On le voit, là. Entre autres, j'ai un film québécois, là, c'est Mademoiselle Charlotte, qui a été adapté en film. Mais là, ça, c'est plaisant aussi, parce qu'on découvre tout l'univers d'une autre façon, mais ça reste dans la littératie, ça reste dans... Mais il y a quelque chose d'autre à aller explorer avec les plus vieux aussi, là, qui peut, j'imagine, qui est vraiment intéressant. Oui. Les adaptations cinématographiques, c'est toujours... ça aide, parce qu'il y a toute la publicité qui vient autour. Il y a ça donne le goût. Là, ça donne le goût. Oui. Puis, comme si on prend l'exemple d'Harry Potter. Les livres ont d'abord eu un franc succès, mais après ça, les films aussi ont maintenu cet univers-là comme dans une espèce de culture populaire omniprésente. Fait que ça fait que c'est comme si tout le monde connaissait Harry, là. Ceux qui ont lu le livre, ceux qui l'ont pas lu, ceux qui ont vu le film. Parce qu'il n'y aurait pas de parc thématique, entre autres, en Floride, si c'était juste des livres. Probablement pas. C'est le film qui a fait que ça est allé plus, ça a explosé. Effectivement. Puis là, maintenant, les gens... J'ai jamais... C'est vrai, je vais prendre une seconde pour réfléchir à Disney. Oh, excusez, j'ai publicité. Non, c'est correct. Oui, effectivement. Ça vient comme... Disney a commencé avec les dessins animés. Oui. Mais là, il y a des livres. Là, il y a des livres de Disney. Moi, je sais, à la maison, on en a, là. On en a plusieurs, puis ça accroche les enfants. Puis j'ai même ressorti les vieux livres que moi, j'avais de Disney. Là, la première collection, La soupe aux boutons. Oui, exact. Mais c'est merveilleux, ça. Les enfants les adorent encore. Puis ça, c'est les vieux livres. Les enfants les aiment tout autant que les récents, parce que j'ai ressorti des collections que moi j'avais, puis c'est un franc succès, là. Les oursons Berenstein, entre autres, là, c'est la collection préférée des enfants. Donc ça non plus, il ne faut pas que ce soit un frein. Oui. Mais ça, les visites chez les grands-parents, c'est habituellement des bonnes occasions des trésors. D'aller fouiller, puis dans les vieilles boîtes, puis de ressortir les livres qui datent. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je veux dire, c'est pas surprenant. La narration fait partie de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on se raconte des histoires depuis que l'homme est homme, là. Tu sais, je veux dire, l'homme avec un grand H. Donc, c'est pas surprenant, là, que... ça se démode pas. Puis, par contre, c'est ça, il n'y a pas de mauvais livre. Ça m'amène aussi, on dit ça, raconter des histoires fait partie de l'humanité. Bien, l'humanité a aussi développé différentes façons de raconter des histoires. Nous, en Amérique, en Occident, en fait, le schéma narratif qu'on connaît, c'est il y a une situation initiale, c'est un peu celui du ce qu'on apprend à l'école. Après ça, il y a un problème, puis là, après ça, la réaction des personnages, ils trouvent une solution, situation finale. Puis on revient. On est très linéaire. C'est une pensée très, très linéaire. Il y a d'autres cultures dans l'histoire ou même maintenant, qui ont développé des schémas narratifs très différents. Il y a des schémas narratifs qui tournent, qu'il n'y a jamais... Il n'y a pas de fin, ça tourne autour du pot, tu sais. Puis, il y a d'autres schémas narratifs où c'est un peu en zigzag. Il y en a que c'est juste... Ils racontent des événements qui n'ont pas l'air reliés entre eux. Puis, tout à coup, il y a une finale qui relie tout ça entre eux. Donc, il y a différents schémas narratifs sur la planète. Et c'est ça, l'enfant qui commence à vous raconter des histoires, on ne va pas non plus vous respecter un schéma narratif mature. Là, non. Je suis allée à l'école, tout allait bien, j'ai perdu ma mitaine, j'étais triste. Non, ça c'est pas ça qui va arriver. Ça. Non, en fait, ça c'est important aussi de le comprendre, mais ça, les parents le savent. Là. On ne comprend rien au départ. Là, quand l'enfant commence à raconter en narration les premiers causes à effet. Là. Ah oui, là, attends une minute, là, je comprends pas où tu t'en vas. Là. Ou de qui tu parles. Tout le monde est ill tout à coup. Là, puis, donc c'est normal. Puis c'est la première narration, en fait, de l'enfant. Les premières narrations sont toujours reliées à des états émotifs ou des besoins. Là. Maman, Bobo, je pense que c'est la première narration. C'est une histoire. C'est une histoire. Tout à fait. Oui. Donc, ça, c'est les premières. Puis après ça, là, les enfants, ensuite, commencent à
à raconter les événements en sautant du coq à l'âne. Oui. Ou après ça, c'est plus logique, mais il n'y a pas de finale. Il y a juste, ça finit avec le punch, comme j'ai perdu ma mitaine. C'est ça. Mais on ne sait pas s'il l'a retrouvé. Mais après, oui, c'est ça. Donc, la suite demain. Oui. Fait que c'est pour ça que ça, c'est les récits spontanés. Oui. Ben, les récits fictifs qu'on lit, mais ça leur présente des modèles de schémas narratifs complets, là, un peu. Oui. Là. Fait que ça les modèle un peu dans la façon dont eux ensuite organiser leur narration eux-mêmes. Oui. Puis c'est vraiment intéressant. Tantôt, on a parlé des livres audio. Oui, mais j'imagine que les livres audio, avec tout ce que j'entends depuis le début, tout ce que tu dis, là, je comprends mieux déjà à quoi ça peut servir. Mm-hmm. Parce que dans ma tête, un livre audio, c'était presque comme écouter un film, mais c'est pas ça parce que le schéma reste comme celui du livre, le vocabulaire reste littéraire aussi beaucoup, puis la structure de phrase. Exact. Donc j'imagine que tout ce dont on discute depuis tantôt dans le livre audio, ça se retrouve, à part les images là, mais les images sont dans leur tête. Exact. Ce qui est pas non plus ce qui est pas mauvais. Le cas avec c'est pas mauvais. Il y a un chercheur en France qui a déjà fait cette expérimentation-là. Et moi, au départ, j'étais estomaquée. Ça m'a pris... j'ai arrêté de lire l'étude. Pour vrai, je vais vous expliquer la méthodologie qu'il a utilisée. Ça m'a tellement choquée. J'ai dit, moi, je lis pas ça. OK. Je l'ai relu le lendemain. J'ai dit, c'est pas fou. Au départ, tu trouvais que ça avait pas de bon sens. Je trouvais que ça avait aucun sens. Je m'arrachais les cheveux. Oui. Donc, le chercheur, lui, chez les jeunes enfants de maternelle, présentait un livre sans l'image. Parce qu'il disait, moi, je veux pas présenter l'image aux enfants. Oui. Alors que, je veux dire, les gens qui ont étudié en enseignement savent que le support de l'image, on montre d'abord l'image, on essaie de faire évoquer des hypothèses sur ce que pourrait être l'histoire, on essaie de susciter le vocabulaire par l'image. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Exactement. On fait anticiper les enfants à partir d'une image, et les parents peuvent très bien le faire. Et le chercheur, lui, avait enlevé l'image. Donc, moi, c'est là que j'ai arrêté de lire. S'il fait ça, il ne sait pas ce qu'il fait. Et le lendemain, j'étais quand même intriguée. Je reprends l'étude. Puis finalement, je ne conseillerais pas toujours de le faire. Mais l'avantage, lui, c'est qu'il racontait l'histoire et là, il faisait dessiner les enfants. Oui. Dessine-moi l'illustration pour cet extrait-là. Et ensuite, les enfants comparaient l'illustration qu'ils avaient créée, qu'ils avaient dessinée, avec l'illustration du livre. Et moi, ça devait être différent complètement. Ben oui, il y a des choses qui sont absolument différentes, mais qui n'étaient pas fausses. Non, c'est ça. Puis ça, je pense que c'était intéressant parce que je me dis, mais c'est vrai qu'en imposant une image dès le départ, on impose aussi une façon de lire. De lire le livre. Le livre, oui, exact. Oui, on impose une interprétation un peu préconçue, puis on ne laisse pas tout à fait l'enfant aller dans son imaginaire. Donc, je pense que les livres audio permettent ça. Oui. Puis sans priver l'enfant de rien. Là, je veux dire, lui... Exact. Puis on va se le dire, c'est quand même pratique en auto. Oui. Au lieu d'écouter 10 fois la même musique, là, oui. Ça peut faire changement. Il y a des beaux voyages de vacances d'été qui peuvent se faire avec des beaux livres audio. Là. Oui. Puis, donc, c'est une façon de faire que l'enfant ne se sent pas privé de regarder une image ou rien, mais néanmoins, il est capable de... On n'impose pas une interprétation préconçue de ce qu'il va entendre ou de ce qu'il va lire. C'est l'avantage. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Puis l'idée du livre audio en voiture, moi, j'achète, j'adhère. À la base, j'ai pas l'intérêt pour le livre audio, mais là, je comprends tout l'intérêt tout d'un coup. Là, je comprends, je me vois déjà. Parce que c'est de la lecture. Oui. C'est un texte lu. Oui. C'est pas un langage oral. Oui. Ça reste un langage littéraire. Oui. C'est merveilleux. Oui. Wow. C'est vraiment... on pourrait en parler pendant des heures, mais là, j'imagine qu'on approche du... Oui, c'est ça, on approche de notre temps. Mais c'est vraiment intéressant. Je sais que toi, tu écris aussi sur le blog de Placote. Oui. Tu as des articles sur le blog de Placote, donc j'imagine que les gens qui veulent en apprendre plus, qui veulent connaître d'autres choses de toi, peuvent se tourner vers le blog de Placote aussi. Puis sinon, tu as plein de publications, si les gens sont plus intéressés au niveau scientifique. Oui, c'est ça. Andréane Gagné, à l'UQAM, on est deux. Andréane Gagné, professeure en éducation au Québec.
Il y en a une à l'Université de Sherbrooke. OK. Il y en a une à l'UQAM. Alors, c'est à l'UQAM. À l'UQAM, oui, celle à l'Université de Sherbrooke, elle est en formation professionnelle et technique. Donc, c'est normalement, pas du tout. Au deuxième clic, vous vous en rendez compte. Parfait. Mais sinon, donc, Andréane Gagné à l'Université du Québec à Montréal. Merveilleux. Merci, Andréane. Merci beaucoup.